Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Yannick Jadot. Bonjour Yannick Jadot, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen écologiste, vous êtes candidat à la primaire des écologistes, une primaire qui aura lieu le 19 octobre et le 7 novembre. Vous allez nous expliquer, elle est déjà en train de se dérouler, c'est un fonctionnement un peu complexe. Vos concurrents sont Cécile Duflot, Michel Rivasi et Karima Delli. Et 17 000 militants se sont inscrits à ce vote qui est par correspondance. Vous vous situez, je vous cite, loin de l'écologie tacticienne et politicienne. On dit de vous que vous souhaitez rassembler les orphelins de Nicolas Hulot, qui a finalement reculé devant cette primaire, tout autant que ceux qui sont déçus par Cécile Duflot, qui n'aurait pas dû, aux yeux de certains écologistes, être ministre de François Hollande. Et votre pronostic, le prochain président de la République ne sera pas écologiste. Je rappelle enfin que vous avez été directeur de campagne de Greenpeace France, association bien connue. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Sébastien Maillard pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Alors je vous pose une première question, Yannick Jadot. Dans un livre d'entretien qui vient d'être publié, le président de la République aurait déclaré « Les Verts sont des cyniques et des emmerdeurs ». Qu'en dites-vous, Yannick Jadot ? C'est triste. C'est triste parce que François Hollande a été élu aussi grâce aux voix écologistes en 2012, qu'il y avait l'urgence et la perspective d'engager de fortes réformes pour la protection de l'environnement, de la nature. Ce sont aussi des centaines de milliers d'emplois dès qu'on fait des énergies renouvelables, qu'on rénove le bâtiment. C'est moins de dépression dans l'agriculture. Donc vous l'avez élu, ce président de la République. Donc on a participé à son Oui. élection. Il n'a pas mis en place ces réformes écologiques. On voit la France, au fond, continuer à délocaliser son futur, à délocaliser les emplois liés à la transition écologique. Et on voit l'échec, malheureusement, d'un quinquennat qui, pour le coup, s'est quand même construit sur la confusion, l'incohérence, et malheureusement en tournant le dos aux grandes réformes qu'engagent d'autres pays en matière d'écologie et de protection de l'environnement. Donc c'est une tristesse pour vous, cette remarque. C'est une tristesse parce qu'elle en dit probablement plus sur le personnage que sur les écologistes. La première question vous est posée par Sébastien Maillard pour La Croix. Yannick Jadot, les primaires écologistes sont en cours. Frédéric Mounier l'a rappelé. 17 000 participants, c'est quand même dérisoire dans un pays de 60 millions. Et finalement, cette course présidentielle, est-ce qu'elle a un sens chez les écologistes? Est-ce que c'est utile? Et il y a même un débat, je crois, au sein de votre parti. Est-ce que ce ne serait pas peut-être contre-productif? Non, c'est extrêmement utile. Vous voyez que la société française, comme l'ensemble de la planète, est confrontée déjà aux impacts du dérèglement climatique, à l'épuisement des ressources naturelles, à l'extinction des espèces, au développement des maladies chroniques liées aux pollutions. Vous voyez un pays qui est au bord de la rupture, que ce soit du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue démocratique. Et il est urgent, selon moi, impératif, que les écologistes soient dans cette élection présidentielle, pas pour faire une énième fois le diagnostic d'un chaos possible si nous n'agissons pas, mais pour dire à quel point l'action en faveur de l'écologie, de la démocratie, de l'économie et de l'Europe peut être un formidable levier pour remettre en mouvement notre société. Vous voyez, à droite, on est dans les règlements de compte du sarkozysme. À gauche, on est dans les règlements de compte du hollandisme. Tout ça nous plonge dans des nostalgies régressives, tout ça nous ramène en arrière, et rien dans tout cela n'offre une quelconque perspective aux Françaises et aux Français. Et moi, je veux offrir à la société française un projet d'espoir, un projet à la fois de réconciliation avec le futur, mais de réconciliation entre nous et donc de réconciliation avec nous-mêmes autour du projet écologiste, parce que le projet écologiste, au-delà de nous réconcilier avec la nature, est un projet qui crée des emplois sur tous les territoires. Et donc, quand vous avez des emplois sur tous les territoires, vous avez des services publics, vous avez de la culture, vous avez du collectif, vous avez de la démocratie, et qui est aussi donc
un projet de revitalisation de notre démocratie et je crois qu'on en a extrêmement besoin. Romain Masneau, RCF. Pour poursuivre la question de Sébastien Maillard, vous assumez qu'en présentant un candidat écologiste à la présidentielle, vous pourriez contribuer à disqualifier François Hollande pour le second tour? Mais pardonnez-moi, mais François Hollande, il s'est lui-même disqualifié de cette présidentielle. Et moi, j'ai plus d'intérêt pour François Hollande et pour son action. Vous rendez-vous compte à quel point aujourd'hui François Hollande, d'ailleurs comme la plupart des candidats à droite ou à gauche, incarne le passé, incarne une sorte de... Je dis parfois, on a affaire à gauche à un rituel d'exorcisme du hollandisme, comme on a affaire à droite à un rituel d'exorcisme du sarkozysme. Tous ceux qui ont travaillé avec Hollande et Sarkozy, aujourd'hui, sont candidats contre ceux qui les ont servis pendant des années en espérant retrouver une virginité politique. Mais tout ça n'offre rien. En 2012, la gauche, avec des écologistes qui s'étaient à chaque fois présentés au premier tour, on avait les villes, les départements, les régions, le Sénat, l'Assemblée, la présidence et le gouvernement. Qui a perdu toutes les élections depuis? Est-ce que c'est de la faute des écologistes ou est-ce que c'est de la faute de l'extrême incohérence des politiques poursuivies par ce gouvernement? Donc on ne va pas, nous, se faire harakiri pour une responsabilité qui n'est pas la nôtre et ne pas porter un projet qui permet de réconcilier aussi les Françaises et les Français avec la politique. Moi, c'est ça mon sujet. Je ne veux pas simplement réconcilier les Françaises et les Français avec l'écologie politique, parce qu'on a eu pas mal de zigzags tacticiens ces dernières années qui nous ont déconnectés de notre électorat. Mais je veux, autour d'un projet positif, autour d'un projet qui redonne à chacune et à chacun la maîtrise de sa vie, sa dignité, l'envie et le pouvoir d'agir, je veux redonner du sens à un projet. Il n'y a plus de projet partagé en France. Moi, je veux construire un projet partagé collectivement par les Françaises et les Français. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Mais ce qui est curieux, c'est que dans l'opinion, j'ai ce sentiment-là, on a le sentiment qu'il n'y a pas plus manœuvrier que les écologistes, dans le sens où ils sont des champions pour obtenir des postes politiques, eu égard à leur réelle représentation, à leur réel poids. Il y a quand même une disproportion énorme entre ce que vous représentez dans l'opinion, politiquement parlant, et ce que vous obtenez du point de vue des cercles du pouvoir. Et puis chez vous, c'est compliqué. Non, je conteste cette affirmation. Regardez aux élections européennes, aux élections régionales, y compris dernièrement, qui n'est pas notre phase la plus forte, on est autour de 10%. Donc on pèse dans les élections. On n'a pas pesé la dernière élection présidentielle. Ça, je le reconnais parfaitement. Mais moi, quand je pense au mouvement écologiste, je pense aux milliers de militants, aux centaines d'élus qui, tous les jours, sur le terrain, protègent l'eau, protègent l'air, essayent de faire une agriculture qui soit plus durable, qui fournit une alimentation de qualité, essayent de construire les transports qui soient accessibles à chacune et à chacun. Donc on a le mouvement de l'écologie politique. C'est un mouvement sur tous les territoires qui essaye de construire plus de bien-être. Après, je reconnais que ces dernières années, après Europe Écologie, il y a eu d'autres belles phases dans l'histoire du mouvement écologiste avec les Verts. Avec Europe Écologie, on était à 16% dans les élections. L'écologie politique était de nouveau source de curiosité, pas toujours d'adhésion, mais au moins on se disait, ces écologistes nous racontent quelque chose de la société, d'un projet humaniste qui soit moins sur la compétition, un peu plus sur la coopération, qui soit plus sur la fraternité, un peu moins sur la brutalité de la société. Est-ce qu'il faut un parti Mais pour bien ça sûr, aujourd'hui ? regardez Nicolas Sarkozy qui dit qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique ne serait plus d'origine humaine. Regardez les Républicains. C'est une des rares forces conservatrices dans les grandes démocraties qui ne tourne pas simplement le dos à l'environnement, combat la protection de l'environnement, combat la pensée écologique. Regardez ce gouvernement, ça fait des mois qu'il n'a pas sorti une mesure de protection de l'environnement. Il y a des ministres écolos. Oui, mais ils ne servent à rien. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils ont souhaité être ministres, ils ont quitté Europe Écologie, ils ont souhaité être ministres. Écoutez, moi j'ai toujours considéré, voilà, regardez, Ségolène Royal vient tous les matins sur les plateaux de radio ou de télévision nous expliquer qu'elle est contre le maintien d'Altéo et des boues rouges. Elle nous explique qu'elle est contre l'extraction des sables en baie de Lannion. Elle nous explique qu'elle est contre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Mais son gouvernement fait exactement l'inverse. Ça crée une confusion extraordinaire, donc ça légitime d'autant plus
la présence des écologistes dans cette élection qui est, malgré l'illusion qu'il y a autour du présidentialisme et des réels pouvoirs d'un président de la République ou d'une présidente de la République, qui reste l'élection majeure de notre démocratie. Donc il faut qu'on soit là pour convaincre, encore une fois, que nos propositions sont de bonnes propositions pour la France. Sébastien Maillard, La Croix. Vous participez à l'élection présidentielle, mais au fond, effectivement, est-ce que les Verts sont vraiment à l'aise avec cette institution présidentielle? Est-ce que l'Élysée, c'est un lieu de démocratie pour vous? Non. Je Yannick crois Jadot. que si il y a une leçon à prendre des autres démocraties européennes, c'est de rompre avec cette illusion tous les 5 ans qu'on va donner tous les pouvoirs à une femme ou un homme providentiel qui va tout résoudre. C'est une illusion à la fois dans le monde d'aujourd'hui, qui est marqué par d'incroyables interdépendances à l'échelle planétaire. On est dans notre... Vous voyez, à peine, on arrive à parler d'Europe déjà dans le début de cette élection présidentielle, alors que si la France ne se projette plus sur l'Europe, ne se projette plus sur le monde, elle sera balayée par la mondialisation. Et puis surtout, moi je porte une réforme clé dans les institutions. Il faut que notre pays devienne une démocratie parlementaire, comme toutes les démocraties modernes, avec un Parlement qui est élu sur la base d'une proportionnelle. Proportionnel, ouais. C'est à la fois la juste représentation des sensibilités politiques, Y compris le Front National à la y compris le proportionnelle. Front National. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas en permanence considérer que le Front National est qualifié d'office pour le second tour de la présidentielle et qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale. Je combats avec la plus forte détermination les idées du Front National, mais l'exclure du champ des institutions, on voit bien que ce n'est pas le meilleur moyen pour le combattre, puisqu'il monte en permanence et Hors que institution, oui. les gouvernements et les partis politiques reprennent des propositions du Front National. Il n'y a qu'à voir celle de la déchéance de nationalité. Donc, il faut la proportionnelle, pas simplement, je le disais, pour la juste représentation, et vous verrez que ça nous donnerait beaucoup plus que 17 députés qu'on a pu avoir avec le précédent scrutin, mais c'est aussi pour construire des coalitions qui sont majoritaires dans le pays. En Allemagne, dans les pays scandinaves, qui sont des pays qui vont un peu mieux que le nôtre, les coalitions, elles sont majoritaires dans le pays. Elles sont majoritaires dans leur Parlement, mais elles sont majoritaires dans le pays. Mais avec Le 100 problème députés qu'on a en Front National, France, vous n'aurez Louis pas de Dauphren. coalition. S'il y a 100 mais députés Front bien National, sûr vous n'aurez pas de qu'il se coalition. construira une coalition. Regardez, là aujourd'hui, le Parti socialiste, on va élire un président de la République. Probablement, il sera élu avec 30% d'adhésion au président de la République. Les 20% qui lui permettront de faire plus de 50%, ce seront 20% qui rejetteront l'autre candidat. Ce sera la même chose à l'Assemblée. C'est-à-dire que vous avez un parti, une force politique, qui gouverne avec 25% de ceux qui vont voter. Vous ne pouvez pas transformer un pays quand on voit ce qu'il faut faire sur la fiscalité, C'est le système qui est l'éducation. coincé. Donc il faut Oui. changer cette 5e République. Et puis surtout, quand vous voyez l'incroyable défiance des Françaises et des Français vis-à-vis des institutions, il faut leur redonner du pouvoir. Les votations citoyennes, les conférences de consensus, les assemblées citoyennes tirées au sort sont de formidables vecteurs pour faire en sorte que les Françaises et les Français retrouvent goût à l'exercice démocratique et ne soient pas simplement sur une illusion de démocratie qui est notre vieille 5e République. Une dernière question rapide pour une réponse rapide de Romain Mazno. Vous avez évoqué Nicolas Sarkozy, qui est considéré maintenant comme climato-sceptique après ses déclarations. Est-ce que vous faites une différence entre lui, Nicolas Sarkozy, et Alain Juppé en termes d'écologie? Alain Juppé n'a pas tenu ses propos. Moi, je ne sais pas qui a glissé Astérix le Gaulois dans le rayon histoire, sciences de la vie de Nicolas Sarkozy. Voilà, je pense qu'il considérait que aujourd'hui, face à toute la science, face aux centaines de milliers d'emplois concrets dans la transition énergétique, notamment pour lutter contre le dérèglement climatique, cette négation de la science et d'un enjeu absolument essentiel pour aujourd'hui, comme pour les générations futures, c'est du pur Nicolas Sarkozy. C'est de l'opportunisme permanent. Ça Il est vous laisse capable sans de voix. tenir. Oui. Il est capable. Moi, vous savez, j'ai fait le Grenelle de l'environnement avec Nicolas Hulot, avec Bougrain, Et Dubourg, Nicolas Sarkozy. voilà. Et à ce moment-là, Voilà. on était en train potentiellement de changer notre modèle de développement pour
la qualité de l'alimentation et moins de problèmes de santé, pour la qualité de l'air, pour l'économie sur tous les territoires. Et il a été un des acteurs pour faire en sorte que le Grenelle de l'environnement existe. Et que, alors on sait que ça n'a pas été appliqué, malheureusement, voilà, mais qu'il renie autant sa parole et l'ambition d'une transformation d'une société qui est quand même aujourd'hui une société pour beaucoup du mal-être, qui renie autant ça, est une incroyable erreur politique. Alain Juppé, il est écolo-compatible, lui qui a été ministre de l'écologie, même brièvement. Moi, malheureusement, je ne l'entends pas beaucoup sur l'écologie. Il a été ministre, oui, il a été ministre 5 semaines. Ça n'en fait pas. Ce fut très bref. Lui-même dit, on ne peut pas dire que c'est là que j'ai pesé énormément. Moi, j'attends de voir ce que fait Alain Juppé, mais tout ce qu'il raconte aussi sur le reste de la société, malheureusement, n'est pas compatible aujourd'hui avec un projet écologiste qui veut sortir, y compris du sentiment profond d'insécurité dans les métiers et sur le travail, qui veut, malheureusement, dont le projet va construire un peu plus d'inégalité et de précarité. Et on ne transformera pas la société. Au regard des changements profonds à organiser, on ne transformera pas la société en la divisant davantage, en la précarisant davantage. Très bien, merci à vous Yannick Jadot. Je rappelle que vous êtes candidat écologiste à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Yannick Jadot, député européen écologiste et candidat à la primaire écologiste. Il est interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Sébastien Maillard pour la Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Je voulais soulever peut-être une contradiction. L'écologie, c'est la c'est la reconnaissance que l'ordre a été transgressé, l'ordre naturel, puisqu'on va réparer ce qui a été détruit. Donc l'ordre est au cœur même de la notion d'écologie. Et je ne comprends pas pourquoi l'écologie est aujourd'hui du côté de la gauche libertaire, qui, elle, justement, détruit l'ordre. Yannick Jadot, l'ordre naturel ou la gauche libertaire ? C'est tout ce qui aujourd'hui participe, je crois, de la défiance des citoyens par rapport à la politique, c'est la mise en scène permanente des incohérences. Et de ce point de vue-là, le projet écologique est un projet de cohérence et donc d'une certaine façon un projet d'ordre, puisqu'on a de la cohérence. Maintenant, c'est aussi un projet qui mise fondamentalement sur la responsabilité individuelle et collective. Trop souvent... Plus individuel que collectif, peut-être ? Les deux. Non, oui. Les deux. Trop souvent, peut-être, l'écologie, en jouant de la responsabilité, a été culpabilisatrice. En jouant d'un regard moral au sens le plus fort et le plus noble du terme, a pu paraître moralisatrice. Mais jouer de la responsabilité et de l'autonomie individuelle et collective, c'est aussi penser la liberté de chacune et de chacun dans cet espace-là. Et donc, je ne sais pas, elle est libertaire si dans votre propos, c'est le désordre. Moi, ce n'est pas le désordre. Considérez qu'il y a un enjeu extraordinaire, et surtout dans ce moment-là, de redonner à chacune et à chacun ses droits, de redonner à chacune et à chacun sa dignité, la maîtrise de sa vie, alors que la mondialisation a percuté toutes les idéologies, qui la plupart sont mortes, et a percuté tous les repères. Et donc, l'écologie, justement, est ce mouvement politique qui redonne du sens à la société sur notre projet collectif, qui redonne la maîtrise de sa vie et à chacune et à chacun, parce que moi, je veux mettre l'écologie au cœur de nos vies, y compris de nos vies quotidiennes. Et donc, c'est un projet de sens, de cohérence, et qui est un projet profondément émancipateur pour chacune et chacun. Mais pas libertaire, c'est clair pour vous. Mais non, mais je sais pas, parce que je sens je sens une qualification très péjorative du terme libertaire. Oui. Si, pour moi, si le côté libertaire, c'est le bazar, je ne m'y reconnais pas. Si le côté libertaire, c'est de miser sur
la possibilité qu'on donne à chacune et à chacun d'être libre, mais au sens d'une responsabilité aussi à participer du bien-être collectif, du sens collectif, et donc de notre avenir commun, je me situe totalement dans le mot libertaire. Romain Mazneau, RCF. Après la forte mobilisation le week-end dernier à Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous estimez que cette fois, l'évacuation de la ZAD ne se fera pas dans les mois qui viennent, avant la prochaine présidentielle? Et est-ce que l'épreuve de force pourrait se durcir en cas d'alternance Sachant que le président de la République aurait déclaré dans ce fameux livre, Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Yannick Jadot. C'est d'ailleurs un message absolument terrible, non pas dans son contenu, parce que je suis d'accord avec lui, mais que le président de la République vienne tous les matins nous expliquer qu'il faut faire Notre-Dame-des-Landes, mais quand il se confie, il dit ça ne se fera pas, participe aussi du brouillage maximal là-dessus. Vous avez Ségolène Royal qui, il y a quelques jours, a dit « Faire Notre-Dame-des-Landes est un déni de démocratie, il ne faut surtout pas entrer dans l'évacuation ». Le lendemain, vous avez Manuel Valls qui dit à peu près l'inverse. Sur ce projet-là, c'est vraiment le bal des hypocrites. La réalité, il y a une réalité juridique d'abord. La Commission européenne l'a rappelé il y a quelques jours, la France est mise en demeure par l'Union européenne pour infraction au droit européen sur l'environnement et sur l'évaluation des projets. Donc la France, le gouvernement, ne peut pas poser la première pierre à Notre-Dame-des-Landes. Ce serait illégal au regard du droit européen. Deuxième chose, se pose la question de l'évacuation. Franchement, est-ce que vous pensez que la demande aujourd'hui des Françaises et des Français en matière d'utilisation des forces de sécurité, c'est de construire un nouveau point de cristallisation à Notre-Dame-des-Landes? Parce que Notre-Dame-des-Landes, ça veut dire 3 à 4 000 gendarmes mobiles. Est-ce que le Premier ministre n'a tiré aucune leçon de ce qui s'est passé à Sivins et avec des la mort, déterminés. avec la mort d'un militant écologiste? Est-ce que, franchement, l'enjeu, c'est qu'on retrouve... Voilà, donc, franchement, je crois que... Il y a un vrai risque pour vous, là. Bien un sûr vrai risque qu'il y a un d'affrontement. risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Donc, je crois que dans ce moment d'extrême tension au sein de la société française, où les priorités de sécurité sont largement ailleurs, le seul bon sens, la seule rationalité politique de la part de ce gouvernement, c'est de faire ce qu'avait dit Ségolène Royal. Étudions l'aéroport Nantes-Atlantique, qui aujourd'hui n'est pas un aéroport saturé, qui en 2013 a été élu aéroport européen, c'est pour dire que c'est un aéroport moderne. Travaillons sur cet aéroport-là, laissons les terres agricoles, laissons la biodiversité faire continuer à exister à Notre-Dame-des-Landes et évitons encore une fois de créer un conflit qui n'a pas lieu d'être. Sébastien Maillard, La Croix. Yannick Jadot, on a parlé des droits, de liberté. Quel est votre attachement à la liberté religieuse? Nous sommes une société, une république laïque. Pour vous, les religions, elles doivent être neutralisées, cachées, elles n'ont pas d'expression publique ou au contraire, elles ont toute leur place? Yannick Jadot. La laïcité, c'est un concept et une loi extrêmement clairs. C'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et son indépendance vis-à-vis des religions. Neutralité signifie que les religions peuvent parfaitement s'exprimer et dans l'espace privé, évidemment, et dans l'espace public. C'est ça la laïcité. La difficulté que nous avons aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une forme d'hystérisation du débat sur la laïcité qui est totalement, à mon avis, déconnectée, y compris de la laïcité telle qu'elle est vécue. On a d'un côté ceux qui portent la laïcité apaisée, comme Bianco, comme a été la commission Stasi en 2003, c'était évidemment la construction d'une laïcité du quotidien. Comment on fait pour gérer au cas par cas chaque conflit? Comment on travaille avec les maires? Bon, voilà. Mais le camp d'en face dit cette laïcité apaisée est une laïcité qui ignore totalement qu'il y a des groupes religieux qui veulent réintroduire le fait religieux dans nos sociétés sécularisées. Et vous avez en face des personnes et des groupes qui défendent une laïcité stricte, dont certains les caricaturent aussi en disant « cette laïcité stricte, c'est l'interdiction des religions ». Je crois qu'il faut sortir de ce débat totalement dingue qui ne règle rien. Prenons l'exemple du Burkini. Au fond, les juges ont tranché avec beaucoup d'intelligence cette question du Burkini. Quand il y a eu des arrêtés qui n'avaient pas lieu d'être, ils ont dit « mais ces arrêtés n'ont pas lieu d'être, ils sont interdits ». Quand il y avait potentiellement un trouble à l'ordre public, ils ont validé
les arrêter. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'aimerais qu'on sorte d'un débat totalement hystérique sur la laïcité pour aller vers, au fond, une façon de gérer la laïcité de manière extrêmement concrète. Et moi, je vois partout des maires qui sont confrontés à des situations potentielles de conflit et qui tentent de les gérer avec intelligence. J'aimerais qu'on gère à l'échelle nationale la laïcité de manière extrêmement concrète, comme elle est vécue au quotidien, et pas sur une démarche totalement morale ou moralisatrice qui nous empêche. Après, juste un dernier mot, ne soyons pas naïfs. Il y a aussi des groupes religieux qui veulent mettre le fait religieux dans nos sociétés sécularisées. Il y a des groupes, notamment d'un islam radical dans notre pays. Vous avez suivi, comme moi, le débat sur l'avortement en Pologne. Ce ne sont pas des groupes musulmans, là, pour le coup, ce sont des groupes catholiques. Vous voyez comment, aux États-Unis, des groupes essayent de rentrer de nouveau, notamment à travers le Trump et un certain nombre chez les républicains, qui essayent de remettre la religion dans la politique. Donc, il faut être extrêmement attentif, extrêmement déterminé, mais encore une fois, en construisant une laïcité concrète du quotidien, basée sur des faits réels et non pas sur des faits fantasmés. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Quelle est votre position, puisque vous parlez de l'avortement, sur l'écologie, c'est le bio, donc la vie. Quand on vous dit la vie, qu'est-ce que cela vous inspire, la protection de la vie? Yannick Jadot. Il y a une manifestation dimanche prochain sur les questions de filiation, sur les questions d'institution qui vous faites le lien nous emmènent à travers la vie. Vous faites le lien entre la manif pour tous et le combat contre l'avortement? Il y a un lien, il y a une vision globale qui s'articule autour de l'écologie humaine. Et en fait, ma question, c'est savoir... Non, parce qu'il me semblait que la manif pour tous ne faisait pas le lien avec l'avortement. C'est intéressant que vous me disiez qu'il y a un lien aujourd'hui. Je n'en sais rien, mais en tout cas, mais ça porte sur la filiation, sur les questions de vie, tout cela se tient. C'est-à-dire, est-ce que l'écologie, c'est simplement notre environnement, ou est-ce que l'homme est intégré à votre réflexion écologique, et de quelle manière vous percevez cette question de la vie? Bien sûr. Yannick Jadot, la vie. L'écologie, y compris de manière étymologique, c'est oikos pour éco, donc c'est la vie de la maison. La vie de la maison, la vie de ce qui entoure la maison et de ceux qui vivent à l'intérieur de la maison. Et en cela, d'une certaine façon d'ailleurs, comme vous pouvez le souligner, c'est très proche du concept de maison commune, qui est au cœur de l'encyclique du pape Laudato Si. Pour nous, la vie, c'est aussi la liberté des femmes, notamment, à disposer de leur corps. Donc c'est vrai, et moi je le revendique, les écologistes sont pour le droit à l'avortement, sont pour cette possibilité d'un choix. Et pour la contraception artificielle également. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Et donc, qui n'est jamais une facilité de la vie. Mais on pollue son corps, alors. La contraception artificielle, vous polluez votre corps, quand même. Vous introduisez du chimique. On a posé la question à Cécile Duflot il y a quelques vous années. introduisez du chimique dans votre corps. Écoutez, moi, je me bats en permanence pour que nos corps, effectivement, ne soient pas pollués. Mais franchement, quand on aura réglé la question des pesticides, quand on aura réglé la question des perturbateurs endocriniens, quand on aura réglé la question de la pollution de l'air, vous savez que pour vous et moi, c'est 20 mois d'espérance de vie en moins, la pollution de l'air. Simplement la pollution de l'air, là où nous vivons, donc ici, c'est pas la même chose, en Ile-de-France, c'est 20... Donc, mais on vous sent chaque fois plus balancé vers le côté non, mais oui, droit. mais là, si vous voulez, je ne suis Voilà. pas contre la médecine, monsieur. Je ne dis pas qu'il n'y a que les médecines naturelles qui vont soigner l'ensemble des maladies. D'accord. Mais je suis évidemment, et je me bats tous les jours, pour que nos corps soient beaucoup moins pollués, parce que nous avons une explosion des maladies chroniques liées notamment à la chimie, qui fait que depuis 2 ans, pour la première fois, l'espérance de vie a cessé de croître.
Et c'est un gros problème de santé publique. Mais quand on en sera à les molécules chimiques qu'il y a dans la contraception, franchement, quand il n'y aura plus que ça à faire, on aura beaucoup progressé. On a bien compris. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. On n'entend pas beaucoup les écologistes sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est un enjeu important pour vous et qu'est-ce que vous proposez ? Mais c'est un enjeu essentiel. À chaque fois qu'on est interrogé, on y répond. Malheureusement, trop souvent, là aussi, comme sur la laïcité, on a été dans l'hystérie. Moi, j'ai regretté qu'après, notamment, l'attentat de Nice, où le consensus politique a totalement explosé sur la question du terrorisme, on a quand même entendu à peu près tout et n'importe quoi, j'ai regretté que le président de la République ne mette pas en place un Conseil national de lutte contre le terrorisme, avec tous les responsables des forces politiques françaises, les patrons de groupes au Parlement, avec les experts, avec les services, notamment les services de renseignement, tous ceux qui luttent contre le terrorisme, pour qu'on renforce incroyablement et significativement l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Moi, vous êtes d'accord ? Moi, je suis absolument déterminé et je veux qu'on lutte avec la plus grande fermeté contre les actes de terrorisme. Ça veut dire police de proximité. Police de proximité guidée par du renseignement déconcentré et présent sur l'ensemble des territoires. Ça veut dire aussi, évidemment, améliorer les conditions de vie et d'incarcération dans les prisons. Ça veut dire plus de pouvoir et de moyens au niveau de la justice. Ça veut dire, pour moi qui suis un Européen convaincu, lutter contre toutes les défaillances à l'échelle européenne en matière de coopération. Je suis pour un FBI européen. Je suis pour une coopération des services de renseignement. Le PNR, vous êtes opposé au PNR Romain Mazneau. Je suis pour un parquet européen. Oui, parce que c'était quoi le PNR ? Le PNR, c'était le fichier des passagers, il faut le dire. Oui, c'était le fichier des passagers. La transmission du fichier des passagers. Le fantasme qu'en contrôlant tout le monde, puisque c'est tout le monde qui est contrôlé par le PNR, en contrôlant tout le monde, en accumulant des milliards de données, on allait trouver la petite épingle du terroriste qui allait agir. La réalité de toutes ces dernières années, c'est que toutes les personnes qui ont agi, qui ont fait acte de barbarie, sont des personnes qui étaient identifiées, qui ont manqué ou on a manqué de suivi. Et divertir 1 milliard d'euros que coûte le PNR, divertir tous nos moyens de renseignement pour essayer d'analyser des métadonnées qui ne donnent rien, plutôt que de se concentrer sur les personnes qui sont déjà identifiées, c'est une erreur incroyable d'efficacité. Écoutez tous les services de renseignement. C'est contre-productif, c'est ça ? C'est totalement contre-productif. Écoutez tous les services de renseignement. Ils disent on croule sur les données. On n'arrive plus à traiter les données alors qu'on sait qu'il y a des personnes fichées, identifiées, qu'on n'arrive pas à suivre humainement, avec des moyens humains. C'est pour ça qu'on est contre le PNR. C'est au nom de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, au-delà du fait qu'on n'a pas à surveiller en permanence toute la société en faisant du profilage quand c'est totalement contre-productif. Et puis, dernier point, moi je suis pour agir avec la plus grande fermeté contre les actes terroristes, mais je suis aussi pour agir avec la plus grande fermeté contre toutes les causes qui construisent le terrorisme. Et comment on agit avec force, efficacité pour assécher une vision fascisante de la religion qui génère le terrorisme. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de nos relations complaisantes avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, qui ont pendant des années financé une vision fascisante de la religion ? Comment on fait pour effectivement réduire et potentiellement éliminer, si on le peut, Daesh ? Mais comment aussi, dans nos politiques, on évite que ces mouvements existent ? Et vous savez, l'écologie politique, c'est aussi un projet de justice internationale, de justice dans nos sociétés, qui redonne de l'espoir à chacune et à chacun. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez des gamins qui n'ont pas de perspective, sinon le consumérisme à outrance, eh ben, ils tombent dans des sectes qui leur expliquent que leur mort sera plus belle que leur vie. Et ça, c'est terrible. Mais je parlais aussi de justice internationale. L'explosion des injustices entre le Nord et le Sud laisse aussi l'espace à un islamisme radical qui se construit comme le seul projet anticapitaliste. Et par la justice internationale, on peut aussi lutter contre les causes du terrorisme. Alors Yannick Jadot, on a encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur le plan international. On va marquer une deuxième pause et on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité Yannick Jadot, député européen écologiste et candidat à la primaire des écologistes en vue de l'élection présidentielle. Il est interrogé par Sébastien Maillard pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la question. Vous vous étiez prononcé pour une annulation de la visite de Vladimir Poutine à Paris après les bombardements à Alep. Pour vous, on peut avancer vers une résolution du conflit sans discuter avec la Russie ? Yannick Jadot. Sur le principe, non. Dans la réalité, oui. Expliquez-nous, Yannick Jadot. Non, mais c'est regardez compliqué, ce qui... Non, mais non, c'est très simple. cynique, ça. Non, c'est pas cynique, Expliquez-nous. c'est réaliste. Oui. Regardez ce qui s'est passé sur la Crimée. Regardez ce qui s'est passé sur ce qui se passe sur la Syrie. C'est que Vladimir Poutine prétend être un interlocuteur crédible. La réalité, c'est qu'il fait exactement le contraire sur le terrain de ce qu'il promet dans ces réunions, qui sont des réunions qui essayent de trouver soit des cessez-le-feu, soit la paix. Il fait sur le terrain exactement le contraire. Il est d'un cynisme absolu. Et il sait que parce que les États-Unis se sont largement désengagés en matière de politique internationale et particulièrement sur la zone proche et Moyen-Orient, parce qu'il sait que l'Europe n'a pas de politique extérieure commune, n'a pas de politique de défense et qu'elle est un interlocuteur faible vis-à-vis notamment de la Russie ou vis-à-vis de Bachar el-Assad, il se permet, en même temps qu'il prétend être pour un cessez-le-feu, il se permet de bombarder avec des bombes chimiques des hôpitaux à Alep. Donc, vous voyez bien comment il gère sa politique intérieure. Il n'y a quasiment plus d'opposition, tellement ils ont peur d'être assassinés au coin de la rue s'ils sont dans l'opposition. Regardez ce qu'il fait avec les homosexuels, avec la presse. Donc, on est face à un personnage qui est un cynique absolu de la politique, qui est un boucher à Alep et dans d'autres régions, et qui, de fait, n'est plus aujourd'hui un interlocuteur valable. Et c'est pour ça que je considère... on continue à isoler Vladimir Poutine, à isoler l'oligarchie ultra corrompue qui est autour de Vladimir Poutine et qui, y compris, est en train de mettre son pays en ruine du fait de la politique qui est menée, qu'on renforce potentiellement les sanctions économiques de l'Europe vis-à-vis de la Russie, parce que le conflit continue en Crimée également, on en parle moins, mais il continue en Crimée, pour faire en sorte que, au fond, il soit obligé de plier, parce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, ne connaît que le rapport de force. Quand on n'est pas dans le rapport de force, puis imaginez qu'ils viennent inaugurer un centre culturel et religieux orthodoxe, au moment où, en même temps, ces avions bombardent des populations civiles à Alep, la culture et l'humanité, ça va de pair. Donc là, vous êtes d'accord avec François Hollande ? J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus clair, parce que François Hollande a, comme d'habitude, un peu tergiversé sur cette histoire-là. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus clair, et c'est pour ça aussi que moi, je suis pour le boycott de la Coupe du Monde en Russie. Parce que malheureusement, on ne va pas aller faire la guerre. Enfin, heureusement, je veux dire, on n'ira pas faire la guerre à la Russie, évidemment. Donc il faut mettre la pression sur ce pays pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas agir n'importe comment dans le monde aujourd'hui. Sébastien Maillard, La Croix. Vous voudriez aussi boycotter la Coupe du Monde au Qatar, en Arabie Saoudite. Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite. On sait à quel point cette Coupe du Monde, d'ailleurs comme celle en Russie, s'est faite sur la base d'une corruption extraordinaire. On sait à quel point les droits de l'homme sont totalement malmenés dans ces pays qui sont des dictatures, qui vivent de notre addiction au pétrole. Du fait qu'on leur vend avec cynisme aussi des rafales qui vont bombarder au Yémen et ailleurs et qui participent aussi du bombardement de populations civiles. S'il devait y avoir une raison pour laquelle il faut faire la transition énergétique en Europe, vous savez, l'Europe, c'est 1 milliard d'euros tous les jours qu'on donne aux pétromonarchies du Golfe et à la Russie. Donc nous sommes dans cette addiction qui justifie parfois toutes les complaisances. Et donc, s'il devait y avoir une raison de construire notre indépendance énergétique en économisant l'énergie, c'est bon pour les ménages, c'est bon pour notre politique internationale. En faisant des énergies renouvelables, c'est bon pour tous nos territoires parce que ce sont des milliers de PME et donc des centaines de milliers d'emplois sur nos territoires. Si on devait avoir une raison de faire la transition énergétique en Europe, ce serait aussi
de moins servir des dictatures qui, quand même, polluent Mais sérieusement tout ça, la planète et la géopolitique. C'est Louis Dauphren. contradictoire avec ce que vous disiez Radio tout à Notre-Dame. l'heure, le fait de réduire le fossé entre le nord et le sud. Le sud, bien souvent, prenez un pays comme l'Algérie, ne vit que de la rente énergétique. Si vous cessez de l'alimenter par nos milliards qui vont dans le sud, eh bien, ils n'auront plus rien. Vous leur coupez les vivres. Vous savez à quel point Yannick Jadot. un certain nombre de régimes se sont construits sur la rente pétrolière, qui est malheureusement et historiquement dans les pays du Sud plus une calamité qu'un bénéfice. Parce que vous avez des régimes C'est ce qu'on prédateurs, appelle- mais en soi... Oui, mais Oui. parce que la rente pétrolière en elle-même crée le régime prédateur. C'est-à-dire que vous avez une rente extraordinaire qui bénéficie extrêmement peu aux populations locales, qui bénéficie à une oligarchie prédatrice. Sauf en Ah, Norvège. Sauf en Norvège. Sauf en Et Norvège. regardez ce dit qu'ils font Sébastien. aujourd'hui. Qu'est-ce que fait le gouvernement norvégien Eh bien, regardez le fonds souverain norvégien, qui est le fonds le plus puissant du monde. Il sort des énergies fossiles. Il sort des énergies fossiles Parce qu'il parce anticipe. qu'il sait... Il anticipe, oui. Il anticipe la fin du Non, pétrole. c'est pas parce qu'il Non. anticipe, parce qu'il sait à quel point aujourd'hui lutter contre le dérèglement climatique, c'est aussi mettre de côté les énergies fossiles. On ne va pas attendre qu'elles s'épuisent parce que sinon on sera dans le chaos climatique. Donc, s'il doit y avoir un bon exemple qui montre à quel point la rente gazière et pétrolière est une catastrophe du point de vue démocratique et du développement, c'est la question de l'Algérie. Elle a tourné le dos à toute son industrie, elle a tourné le dos à toute son Parce agriculture qu'ils ne savent pas gouverner. pour faire vivre. Il y a des pays qui savent se gouverner, d'autres pas, c'est tout. Oui, mais enfin, savoir se C'est gouverner, compliqué. quand vous avez Ah. un certain nombre de pays La Norvège, qui c'est se gouverner. soutiennent Ouais. des dictatures. Regardez comment on a bousillé le Moyen-Orient et le Proche-Orient du fait de notre addiction Mais au c'est pas le pétrole pétrole depuis en un soi. siècle. C'est Mais si, l'homme qui depuis sait pas un gérer le siècle. pétrole. Non, depuis un siècle, Ouais. nous avons découpé ces régions, soutenu des régimes les plus autocratiques, les plus dictatoriaux possibles pour être sûr qu'ils nous fournissent le pétrole. Regardez la guerre en Irak, c'était quand même d'abord, la guerre de Bush était d'abord une guerre du pétrole. Nous allons en payer les conséquences pour des décennies. Romain Mazno, RCF. Malgré le Brexit, malgré l'affaire Barroso chez Goldman Sachs, malgré l'absence de coordination sur les migrants, vous continuez, vous, à croire en l'Europe. Vous voyez un ou deux projets qui pourraient contribuer à refaire aimer l'Europe aux citoyens français? Rendez-nous l'espérance, Yannick Jadot, envers l'Europe. Sur la question des réfugiés, ce n'est pas l'Europe qui est fautive. Ce sont les États-nations qui sont fautifs. L'Europe sur les réfugiés, c'est l'Europe des anti-européens. C'est chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Ce n'est pas l'Europe de la coopération. Ce n'est pas l'Europe du partage. Mais pourquoi on ne la voit pas, cette Europe-là? Mais parce que, regardez, vous avez aujourd'hui, parce que la question des migrations n'est pas une compétence européenne, et que Elle vous devrait avez... l'être. Elle devrait l'être, c'est ça que Elle vous devrait dites. l'être, Oui. bien sûr. Je veux dire, l'Europe, si vous voulez, face à toutes ses frontières, n'a pas de politique migratoire. Donc forcément, quand vous n'avez pas de porte, les gens, ils rentrent par la fenêtre. D'accord. Et qu'on est face à une crise extraordinaire des réfugiés, et la seule qui a assumé ses responsabilités, c'est Angela Merkel. Au nom, d'ailleurs, souvent de sa foi chrétienne. Elle a dit, du fait de ma foi chrétienne, du fait de nos obligations et notre devoir humanitaire, nous devons accueillir les réfugiés. Mais comme elle a été la seule à le faire, elle a pris 1,5 million de réfugiés. Et c'est compliqué à gérer 1,5 million de réfugiés. Regardez ce qui se passe en France. On nous explique que la France ne peut pas accueillir 10 000 réfugiés. Nous sommes 66 millions. Qu'est-ce qu'avait dit le pape? Une famille dans chaque paroisse. Une famille. Une famille dans chaque pas paroisse. Des hommes seuls, pas des hommes seuls. Hein. Il y a combien de paroisses en France? 35 000? 30 000? 35 000? Vous Je sais militez pas. en Autant faveur que de de ça. clocher, au moins. Oui. Pardon? Autant que de clocher. Oui. Bon, donc, Et de communes, voilà. de Donc, mairies. on est évidemment en capacité de le faire. On peut accueillir plus. On peut accueillir beaucoup plus, mais il faut accueillir beaucoup plus, ça veut dire organiser. Parce que ce dont ont peur les Françaises et les Français aujourd'hui, c'est la désorganisation autour de l'accueil des réfugiés. Mais de dire que Rhône-Alpes, Auvergne, avec à sa tête Laurent Wauquiez, ne peut pas accueillir, une région de 8 millions d'habitants ne peut pas accueillir 1600 réfugiés, ça nous rabougrit dans notre humanité. J'étais hier à Stalingrad, à Paris. Vous avez des centaines et des centaines de réfugiés venus, notamment du Soudan. Ils sont venus, ils ont fait un périple abominable. Abominable. Ils ont fui un Soudan abominable, ils ont fait un périple abominable, et aujourd'hui, ils dorment dans la rue. C'est pas simplement leur dignité qu'on leur enlève, mais c'est la nôtre d'être là témoin
et de ne pas agir au Là, vous parlez service comme d'une le plus pape. grande. Vous au parlez plus- comme un curé, alors. Vous parlez comme le pape, Yannick Jadot. Mais le pape a été le grand Oui. chef d'État mondial qui a dit la vérité sur ce sujet-là. Ok. Donc j'ai vraiment là-dessus, je lui franchement chapeau quoi, ce qu'il a dit le pape là-dessus. Sur l'Europe, moi je défends un grand plan de relance européen à hauteur de 600 milliards par an. Aujourd'hui, la BCE fait des prêts à des taux négatifs. On a la Banque européenne d'investissement. Si nous agissons à cette hauteur-là, avec un argent qui n'a jamais aussi peu coûté, sur la transition énergétique, j'ai dit à quel point ça pouvait réanimer économiquement, socialement, culturellement, démocratiquement nos territoires. Sur le numérique, il faut quand même arrêter d'être une colonie américaine. Ce n'est pas possible que sur le numérique, l'Europe, sur ce qui va être l'économie du XXIe siècle, nous soyons une colonie américaine et bientôt une colonie chinoise. Sur la santé, nous avons un énorme enjeu des services publics de la santé en Europe. Sur la jeunesse, si nous faisons ça, nous participons à la résolution des crises de solidarité que traverse l'Europe. Solidarité entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Vous voyez comment l'Est est en train de s'arc-bouter sur un repli identitaire profondément Donc l'Europe désagréable. peut avoir un avenir. c'est ça Sur que vous dites. la crise de solidarité entre le Nord et le Sud. Nous avons, et nous continuons à humilier le peuple grec et d'autres peuples qui vivent une crise sociale énorme. Solidarité au sein de nos sociétés. Explosion des inégalités, concentration de plus en plus forte des richesses. Et solidarité vis-à-vis de ce qu'il y a à nos frontières. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir... Vous vous rendez compte que l'Europe est en train de devenir une petite mondialisation libérale, austéritaire, technocratique, qui veut du libre-échange et la circulation des biens, des marchandises, des investissements sans aucune entrave sociale et environnementale, et que nous dressons des camps, des murs et des barbelés? Ça ne peut pas être ça, le projet civilisationnel européen. Nous serons balayés par la mondialisation si nous ne sommes pas ensemble. Nous serons balayés du point de vue culturel, du point de vue de notre modèle social, si nous ne sommes pas ensemble. Et surtout, être ensemble, selon moi, c'est un beau projet. Quand on se bat pour qu'il y ait 1 million de jeunes tous les ans qui apprennent un métier, qui fassent une formation, qui aient une expérience professionnelle dans le reste de l'Europe, c'est 1 million de jeunes qui construisent l'Europe. Et vous marche. savez, Ça marche. 1 million de jeunes qui vont vivre 1 an dans un autre pays, le plus souvent, 25% d'entre eux, c'est les statistiques, ils tombent amoureux dans ce pays-là. Et ce ne serait pas Et une tout va belle bien. Europe Allez. d'avoir une Europe du métissage amoureux. Et ça c'est un beau projet pour l'Europe. Allez, Ils vont un rêve replier d'écolo. l'Europe. Mais On tomber arrive au terme. amoureux, si vous Non, pensez mais que c'est tomber le- amoureux c'est libertaire, et ben je suis libertaire. Ça Voilà. n'est pas l'opinion. Alors, on arrive au terme de cette émission. Une question brève pour une réponse très brève. Yannick Sébastien Jadot. Maillard. Vous êtes député européen, Oui. Karima Deli est députée européenne, Michel Rivasi Ça aussi. ne m'a pas échappé, ça fait ça se 7 passe ans encore que au nous Mais travaillons Parlement. ensemble. d'autres candidats à la présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen sont aussi députés européens. C'est à croire que vous ennuyez tellement au Parlement européen que vous êtes Alors, tous, si vous voulez suivez, tous aller si vous à la présidence. suivez, Oui. si vous savez, pour les Verts européens, je coordonne la lutte contre les dérèglements climatiques, pour le climat. Je coordonne le combat contre le traité transatlantique TAFTA et celui qui arrive avec le Canada. J'ai gagné avec d'autres l'interdiction du chalutage en eau profonde, donc la pêche en eau profonde. Donc je peux vous dire que Donc mon vous agenda- bossez. Pas abonné simplement à un non, mandat. la Oui. réalité Oui. c'est que comme on a un système politique totalement verrouillé par ces institutions, que le scrutin majoritaire fait que les forces politiques moins importantes que les Républicains et le Parti socialiste ont plus d'élus à l'échelle européenne. Parce Que à que c'est l'échelle la nationale. proportionnelle à Oui, l'échelle européenne. Et donc, c'est aussi cette responsabilité-là. Mais comparer mon travail par rapport à ceux que vous citiez, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous verrez que nous n'avons pas la même approche du travail de parlementaire européen. Certains travaillent plus que d'autres, c'est ça que vous dites. Certains travaillent petite plus question. que Très bien. d'autres. Est-ce que vous luttez contre Très, très rapidement. le compteur Linky? Ah, Le EDF. compteur Linky est une Rapidement. incroyable occasion ratée. L'occasion ratée, c'est quoi? C'est que de plus en plus, les Françaises et les Français veulent, je le disais, maîtriser leur vie. Vous avez aujourd'hui donc leur consommation potentiellement d'énergie. des compteurs intelligents qui vous aident à maîtriser votre consommation d'énergie. Eh bien, le compteur Linky, c'est un compteur au service d'EDF, ce n'est pas un compteur au service de ceux qui habitent dans leur appartement et qui aimeraient payer 200, 300, 400 euros de moins par an du fait d'une maîtrise de leur consommation. Est-ce qu'il est mauvais pour la santé?
Il y a effectivement un problème d'onde autour du compteur Linky, comme autour de pas mal de choses. Vous savez que nous combattons le fait qu'il y ait beaucoup trop d'ondes non nécessaires à notre confort de vie. Donc c'est vrai que c'est un enjeu sur le compteur Linky, mais je trouve que on aurait pu donner, encore une fois, le pouvoir aux Françaises et aux Français de maîtriser un peu plus leur consommation. Et malheureusement, comme d'habitude, notre obsession du nucléaire et le fait qu'on veut donner du pouvoir à EDF et pas aux citoyens, fait qu'on a perdu une incroyable occasion de rendre une partie de leur vie à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Ce sera votre dernière profession de foi. Merci. Merci à vous Yannick Jadot, vous êtes candidat à la primaire des écologistes en vue de la présidentielle. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.